Bonjour professeur Liscaille. Bonjour Sabrina. On a tous un patrimoine très précieux qui est les dents. Et ce patrimoine précieux, quand on a eu un cancer tété-cou, il est fragilisé et on ne comprend pas très bien pourquoi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Alors c'est vrai que les traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie, alors radiothérapie cervico-faciale, peuvent entraîner des répercussions bucco-dentaires importantes, entraîner des lésions carieuses, des problèmes de gencives, des parodonties, mais on a moyen de lutter contre ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. On sait que c'est des répercussions qui existent et on peut mettre en place un certain nombre de choses. Alors pourquoi ça arrive ? C'est parce que ces traitements ont une action sur les glandes salivaires et notamment vont diminuer la quantité de salive. Et cette salive, elle est importante puisqu'elle permet la lubrification dans la bouche, elle permet d'éviter ces lésions carieuses. Et lorsque on a ce manque de salive, eh bien évidemment, on est prédisposé à ce risque de carie. Et par ailleurs, on a une modification de la qualité de la salive en dehors de cette quantité, ce qui fait qu'on va être prédisposé à avoir des infections de différentes natures, et notamment par exemple des infections fongiques, des candidoses, qui sont liées à ce manque de salive et cette salive qui est plus la même. Donc pour ça, on a évidemment un certain nombre de moyens pour lutter contre, ça c'est une bonne nouvelle. Donc il y a tout un tas d'éléments qui existent, on peut utiliser des gels ou des sprays qui permettent donc de remplacer cette salive manquante. On peut donc bien sûr se brosser les dents, c'est la chose la plus importante, c'est pas on peut, c'est il faut, comme pour tout le monde d'ailleurs. Au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes, un brossage avec une brosse à dents souple qui va être utilisée, donc ça sert à rien de remplacer avec une brosse à dents dure pendant 30 secondes, ça n'a pas du tout le même effet. Donc on brosse bien toutes les dents, à l'intérieur, à l'extérieur, toutes les surfaces dentaires, pendant 2 minutes pour avoir une efficacité maximum. Et puis bien sûr, on va aller voir son chirurgien dentiste au moins 1 fois par an, parfois plus quand c'est nécessaire, qui va par ailleurs vous proposer des gouttières porte-fluor. Donc il va faire des empreintes, préparer des gouttières. Il faudra mettre un gel très fluoré à l'intérieur, apporter 5 minutes par jour, ou il pourra également réaliser des vernis fluorés. Alors ça par contre, ça se fait sur le fauteuil, chez le chirurgien dentiste en consultation. Ça ne peut pas se faire chez soi. Mais ça permet également de protéger ce risque carieux. Et évidemment, dernier point, il va falloir éviter l'apport en sucre. Alors il y a tous les sucres qu'on connaît, les bonbons bien sûr, les sodas, alors les sodas aussi parce que c'est acide, et tout un tas d'autres sucres cachés, notamment les chips, et on y pense rarement. Même le pain, quand ça reste collé, eh bien, au bout d'un moment, ça provoque également des lésions carieuses. Entre patients, il y a une question qu'on se pose souvent, qui est liée à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est la question du jeûne. Est-ce que c'est important de jeûner pour éviter d'alimenter le cancer ? Alors on va rejoindre le professeur Schneider qui va répondre à cette question. Le jeûne, c'est une question qui revient très fréquemment en consultation. On sait que pendant toute la vie, qu'on soit en bonne santé ou malade, il y a besoin d'une alimentation qui soit équilibrée. Alors, le jeûne, c'est d'arrêter de manger pendant une période plus ou moins longue. Et ça a été étudié depuis quelques années chez l'animal. Et on a montré chez l'animal que le fait de jeûner rendait les cellules cancéreuses plus sensibles au traitement, à la chimiothérapie par exemple, tout en protégeant les cellules saines. Alors évidemment, on a voulu tester ça chez l'homme. Et aujourd'hui, il n'y a aucune preuve d'une quelconque efficacité. Les études sont toujours en cours, mais on n'a absolument aucune preuve. Et d'ailleurs, attention, parce que beaucoup de patients disent il faut que j'arrête de manger du sucre parce que ça nourrit la tumeur. Et en fait, le fait d'arrêter de manger du sucre et donc d'avoir du glucose fait en sorte que vous allez fabriquer le glucose à partir de vos muscles. Donc pour nourrir toutes les cellules de l'organisme, vous allez détruire les muscles, ce qui a des conséquences tout à fait négatives. Merci professeur Schneider. Alors, comme on l'a vu, quand on a un cancer ORL, on a souvent une salive qui est dégradée, soit en qualité, soit en quantité.
Ce qui fait qu'on a tendance à avoir besoin de plus s'hydrater pour pouvoir parler, mais aussi pour pouvoir manger, parce qu'on a besoin de cette hydratation pour faire passer les aliments. Et puis on a aussi une lutte contre la perte de poids. Alors c'est pas mon cas, hein, mais il y a beaucoup de patients qui sont tout maigres parce qu'ils ont du mal à manger. Et donc ils vont chercher l'énergie où ils peuvent, notamment dans les jus de fruits. Mais il y a aussi les smoothies. Et du coup, on se perd un peu entre les jus de fruits et les smoothies. Quelle est la différence entre ces deux boissons? Professeur Schneider, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Les jus de fruits et les smoothies sont deux boissons réalisées à partir de fruits, mais elles diffèrent beaucoup en termes d'ingrédients, de texture et de processus de préparation. Alors d'un côté, vous avez les jus de fruits qu'on obtient en pressant ou en extrayant le jus des fruits, mais on laisse de côté les fibres. Et même si on a l'eau et les micronutriments, vitamines, oligo-éléments, qui ont un effet favorable, il nous manque les fibres qui ont un effet favorable supplémentaire sur la santé. Nutritionnellement, les smoothies sont beaucoup plus intéressants puisqu'ils ont une densité nutritionnelle beaucoup plus importante. Et en plus, la texture diffère. C'est une texture qui est plus lisse, donc plus facile à consommer quand on a des problèmes buccaux. Merci, professeur Schneider. Et vous, professeur Lescaille, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, concernant les jus de fruits, c'est sucré acide. On l'a vu tout à l'heure, l'acidité, les attaques pour l'émail, pour les risques de caries, c'est pas très bon. Donc on est plus pour les smoothies, parce qu'il y a un avantage avec les smoothies, c'est que les produits laitiers apportent un aspect carioprotecteur, alors pas cardio, mais cario, qui se protège de la carie. Et ça, c'est assez intéressant. On n'a pas parlé des sirops, et les sirops, c'est pas bon non plus. Alors effectivement, il y a des sirops sans sucre qui posent moins de problèmes, mais les sirops bien sûr sucrés, ça peut faire des dégâts vraiment très importants, donc attention effectivement à ce qu'on va prendre. Si on aime les jus de fruits, bien sûr on peut boire des jus de fruits, mais il faudra évidemment assez rapidement plutôt faire ça pendant le repas et se brosser les dents par la suite pour éviter ces lésions carieuses. Donc du coup, c'est la dose qui fait le poison. Et alors pour les sucres, c'est un petit peu compliqué justement d'évaluer la dose parce que finalement, est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de sucre ou est-ce qu'il y en a plusieurs? En effet, donc les bonbons c'est facile, les sodas aussi, mais en réalité la chose à laquelle on ne pense pas, c'est que le sucre c'est pas forcément les produits qui sont sucrés. Les produits salés contiennent aussi très souvent du sucre. Les chips, voilà, on en a un peu parlé, mais également les sauces, notamment les sauces tomates qui sont très souvent sucrées. Donc tout ça c'est des sucres et effectivement on n'y pense pas assez et ça nécessite effectivement qu'on ait la meilleure hygiène bucco-dentaire possible et qu'on neutralise les effets de ces sucres et qu'on les limite. Alors j'ai une autre question. On dit aussi souvent que la santé ça passe par l'assiette. Est-ce que c'est vrai aussi dans le cas des cancers? On sait que pendant toute la vie, même quand on est malade, il faut s'alimenter de manière équilibrée. Donc, quand on est atteint d'un cancer, a fortiori quand on commence à perdre du poids, il faut vraiment prendre un avis professionnel averti, en particulier avec un diététicien ou une diététicienne ou un médecin nutritionniste. Et ça va conduire à des modifications de l'alimentation pour l'enrichir, voire même à ce qu'on appelle la nutrition médicale qui commence par des compléments nutritionnels oraux. On recommande également la pratique d'une activité physique. Alors autant en prévention, c'est une activité d'endurance, vélo, course, autant pendant le traitement, c'est une activité de musculation principalement qui est recommandée et qui va jouer par exemple sur la fatigue. Et avec ça, on va pouvoir réduire la toxicité, augmenter l'efficacité du traitement. Cette dénutrition entraîne également un effet négatif sur le pronostic et malheureusement sur la survie. Donc c'est important de considérer l'alimentation et le poids, non pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qui va vous aider à maintenir votre énergie, à mieux répondre au traitement, à avoir moins de toxicité, plus d'énergie et une meilleure estime de soi. Merci Sabrina.